Voilà. Alors, on ne peut pas, pour anticiper sur vos questions, cibler spécifiquement, par exemple, l'agriculture de conservation, parce qu'elle n'a pas de définition qui permet, dans une autorisation de mise sur le marché, d'être ciblée comme dérogatoire. Mais il nous semble que la limitation des quantités à l'hectare doit permettre de répondre, pour les exploitations concernées, au maintien des usages pour l'agriculture de conservation. Le document, le rapport qui a été remis par l'APAD, donc qui défend l'utilisation, l'agriculture de conservation des sols, et qui a remis en ce juillet 2020, à la demande de l'INRAEM, un rapport qui visiblement a été remis aussi au ministère, donc sur leur vision à eux, donc puisqu'on sait que l'agriculture de conservation des sols est une particularité que je trouve d'ailleurs très intéressante. J'invite tous mes collègues à faire l'expérience que moi j'ai fait récemment, à savoir voir sur un rayon de 300 mètres dans ma circonscription 3 parcelles de culture de maïs, l'une en conventionnel, l'une en agriculture de conservation des sols, l'autre en bio, et de bêcher, et je l'ai fait moi-même, la terre et de regarder l'état du sol, etc. C'est clair qu'en agriculture de conservation des sols, n'en déplaise à ceux qui s'y font de l'agriculture biologique, on avait un sol de bien meilleure qualité, moins tassé, plus aéré, plus vivant, bon bref, je n'irai pas plus. Donc quand on regarde l'ensemble des externalités, on s'aperçoit, quand on fait le bilan, le solde entre les négatives et les positives, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'avantages à développer l'agriculture de conservation des sols, il faut, je crois, le reconnaître. Et aujourd'hui, ils émettent l'idée qu'on puisse donc non pas leur autoriser par dérogation l'utilisation du glyphosate, mais ils proposent de se limiter à la définition suivante, donc autorisation d'usage qui serait donnée pour le désherbage, je cite, après récolte et avant mise en culture en zone cultivée, uniquement en l'absence de tout travail du sol au moment du semis direct uniquement. Donc c'est la proposition qu'ils font. Et la question immédiate que l'on peut se poser, c'est finalement, si on suivait leur démarche, est-ce qu'on n'a pas un risque, parce qu'on peut se dire qu'on pourrait faire ceci et ça préserverait, entre guillemets, toutes celles et ceux qui travaillent en agriculture de conservation des sols, mais est-ce que ça ne peut pas être mis à profit par d'autres agriculteurs qui seraient peut-être un peu moins soucieux de la qualité de leur sol, etc. Et je ne veux surtout pas les accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, je me pose simplement des questions. Et notamment, est-ce que ce serait, comment dirais-je, pas risqué de rester sur une définition assez floue d'une sorte d'autorisation d'usage? C'est une question que je me pose. Encore une fois, j'y réponds pas justement puisque je pose la question. Enfin, j'avais aussi une dernière remarque, c'était sur les produits de biocontrôle. Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a des évolutions dans les procédures d'autorisation des produits de biocontrôle et s'il y en a eu, notamment depuis l'audition du 13 février dernier? Donc voilà l'ensemble de questions. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dense, mais le sujet est extrêmement important. Et pour nous, les auditions, je crois pouvoir dire, Monsieur le Président, de l'INRAE que nous verrons tout à l'heure et de vous, ici, l'ANSES, sont extrêmement importantes. Moi, je voudrais déjà revenir sur la question de l'agriculture de conservation des sols. Et pour être assez clair dans notre message, on considère que c'est un mode de conduite intéressant pour le sol, pour la vie du sol, et qu'il ne faut donc pas... ça a été en fait une des toutes premières questions qu'on s'était posées dans le rapport de 2017. En théorie, vu de très loin, y a-t-il ou non des alternatives techniques? On aurait pu dire, oui, il y en a partout, y compris en grande culture. C'est le retour au labour, partout. Et effectivement, dans ce cas-là, ça mettait, et il s'était exprimé, justement, vraiment en péril ce mode de production. Et donc, il nous semble, d'un point de vue scientifique, et sans rentrer après dans le débat politique, qu'il faut, et que ça justifie qu'on ait mis dans le rapport que c'était une impasse, en fait. C'était une impasse relative. Mais ça devenait une impasse dès lors qu'on reconnaissait l'intérêt de l'agriculture de conservation des sols, du semi-direct, et aussi, même si c'est moins complet, c'est quand même intéressant les TCS, et qu'il fallait donc creuser ce sujet. Et on arrive à la conclusion, c'est conforté par, comme le disait Christian Huyghe tout à l'heure, par les évaluations économiques, mais aussi par le fait qu'on n'a pas encore... on travaille bien avec l'APAD
et avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions. On ne s'est pas contenté de dire l'agriculture de conservation des sols, il n'y a pas de solution et il faudra du glyphosate pour le restant des générations. Donc on essaye de trouver, je crois qu'ils sont eux aussi dans une approche très positive et très proactive, des solutions concrètes. Et qui ne soient pas que des drones. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir ça, mais j'entends aussi la remarque très juste du député Antoine Herth sur le fait qu'il faut qu'on trouve des solutions qui aillent pour l'ensemble des agricultures et des agriculteurs en France. Et l'intérêt des démarches très pratiques, des expérimentations qu'on conduit avec la PAD dans des fermes pilotes d'agriculteurs engagés en ACS, mais aussi dans nos unités expérimentales, c'est qu'on essaie de trouver des choses qui fonctionnent. Et donc, le travail à conduire sur les couverts, les variétés de couverts qui soient destructibles par peut-être roulage sans avoir besoin de... Alors, on sait que quand on griffe, on peut, dans certaines conditions, gérer la question des couverts avant les semis, mais ce n'est pas forcément accepté par tous. Donc, il y a un travail là-dessus qui se fait avec les agriculteurs pilotes et aussi avec les équipementiers. Donc moi, j'ai bon espoir. C'est difficile de vous dire aujourd'hui, il faut un délai de temps pour trouver une solution, mais en tous les cas, on est mobilisé pour trouver une solution avec eux. Et je pense que si on y arrive, ils sauront le reconnaître aussi. Et on pourra dire, voilà, on a trouvé une solution pour maintenir l'ACS. Donc dès lors qu'on a dit ça, pour tous les autres cas où on utilise du labour occasionnel ou fréquent, considère qu'on peut se passer, on devrait pouvoir se passer de glyphosate. Voilà, c'est un peu dit de façon simple. Après, ça se discute avec le gouvernement, l'ANSES, le Parlement, les professionnels. Mais il me semble, si on est transparent, que c'est des... Alors, il faut probablement accompagner sur tel ou tel point, mais c'est quand même plutôt accessible. Par contre, il faut dire les choses clairement. On ne peut pas arrêter complètement le glyphosate en grande culture pour les agriculteurs qui n'utilisent pas de labour. Et donc ça va quand même donner, je pense, un levier pour l'ANSES qui n'est pas complètement inaccessible s'il doit faire évoluer les AMM. Avoir ou non du labour, c'est quand même quelque chose qui peut se contrôler. Sur la question des... pardon. Ouais. Pardon. Ceux qui sont en labour aujourd'hui, qui se retrouveraient du coup dans le cas de figure que vous venez d'évoquer, c'est tout terminé, vous pouvez très facilement vous en passer. Qu'est-ce qui les empêche de changer de choix, d'inverser et commencer justement à transférer leur activité, enfin leur manière de faire en non-labour, ou en tout cas en un labour beaucoup plus réduit, et du coup de pouvoir bénéficier des dérogations, ou en tout cas des autorisations, ou des restrictions d'interdiction, pour le dire encore autrement, du glyphosate. Dès lors qu'on considère que l'agriculture de conservation des sols est un bon modèle, il n'y a effectivement pas, pour moi, à craindre qu'il y ait plus d'agriculteurs qui s'engagent dans le mouvement. Mais non. Mais si l'autorité réglementaire, l'ANSES en l'occurrence, fait des restrictions et des baisses de doses, il peut y avoir... Enfin, l'idée, c'est d'en sortir. L'idée, c'est pas de trouver un échappatoire. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une dynamique forte et de l'engagement des agriculteurs de l'ACS et de leur association LAPAD. Et ça peut se contrôler, y compris suivi par les missions d'enquête parlementaire pour vérifier que c'est vraiment sérieux. Il peut après y avoir peut-être des échéanciers négociés avec eux. Moi, je ne me sens pas autorisé ni légitime à parler en leur nom et à dire, voilà, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va en sortir. Mais je pense que si on est dans cette logique-là, de démarche de progrès, et en transparence, et qu'on dit c'est bon pour le sol, c'est bon pour le stockage de carbone dans le sol d'avoir de l'ACS. Mais on peut réduire, et on va y arriver, les besoins en glyphosate. Il faut un peu le temps pour le faire, mais on se donne des objectifs, un calendrier. Même si vous avez X% d'agriculteurs qui y viennent, pour moi, ce n'est pas un problème. Et si les doses maximum autorisées aujourd'hui sont réduites, comme le propose l'ANSES, on est au final, on devrait avoir une réduction sensible des consommations de glyphosate, tout en laissant le temps à l'ACS de s'adapter et de trouver des nouveaux systèmes de gestion de l'enherbement. Les agriculteurs de la PAD arrivent, les doses sont très basses. Et donc c'est un peu ça le sens des échanges qu'on a avec eux. Et dans le travail qu'on a avec la PAD, et qui est vraiment, et ça rejoint la question de Mme Picard, est-ce qu'on travaille avec eux? Oui, on travaille beaucoup avec eux, on a des tas de zones d'échange. Et ils sont très ouverts en fait à explorer d'autres choses. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire.
Dérogation ou assouplissement pour certains, notamment ceux qui sont aujourd'hui en semi-direct non labour, c'est attention à ne pas mettre les agriculteurs, les exploitations dans des petites cases et qui se retrouveraient à être tous opposés. D'un côté, ceux qui feraient que du labour, d'autres qui feraient du non-labour. La réalité est bien plus complexe. Antoine le disait, il y a une diversité de cultures, une diversité de production dans une même exploitation, une diversité de sols, de géologie, de la géologie des sols. Tout n'est pas concentré, elles sont parfois réparties. Et forcément, on se retrouve avec des exploitants qui, sur certaines parcelles, vont faire du non-labour. Dans d'autres parcelles vont en faire, j'en connais pour ma part, et qui du coup se retrouvaient un peu passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, si on autorisait une dérogation pour certaines techniques culturelles et qu'on ne l'autoriserait pas pour d'autres. Donc voilà, je pense qu'il faudra vraiment être vigilant là-dessus pour éviter de se retrouver avec d'autres problématiques à devoir gérer. Juste je voulais de demander tout à l'heure, dans les travaux de la PAD là, sur l'agriculture de conservation des sols, il était proposer des doses maximales qui étaient dépassaient sensiblement les doses moyennes pratiquées par les membres de la PAD. Et donc, est-ce que cette marge de manœuvre est-ce que ça vous semble légitime? Donc voilà, on était un petit peu interrogatif par rapport à cette étude là que vous aviez demandé d'ailleurs. Et donc, si vous pouvez, si la précision ne peut pas nous être apportée aujourd'hui, peut-être nous apporter un complément. C'est pas, voilà. Mais je pense que c'est une précision intéressante pour nous d'avoir. À la PAD, c'est de réussir à ce que, en interrogeant leurs adhérents, ils puissent récupérer une information sur les pratiques effectives. Et donc, de savoir par rapport à ces valeurs moyennes utilisées, ou ces valeurs de ce qui est effectivement utilisé, quel serait le niveau qui ne met pas trop de groupes en difficulté. Le document qu'a envoyé la PAD ne revendique pas une valeur statistique. Ils n'ont pas fait un sondage exhaustif de tout le monde. Donc ils ont récupéré un certain nombre d'informations. Ils ont récupéré aussi des informations par région, en regardant quel système et dans quel système c'est impliqué. Et en particulier, on voit que dès qu'on est dans des systèmes de polyculture élevage, la vie devient plus facile quand même. Et donc, j'ai le sentiment que par rapport à ce qui est proposé de réduction de dose, ou en tout cas ce qui est réfléchi sur la réduction de dose, en fait, le positionnement de la plupart des agriculteurs de la PAD aujourd'hui est viable là-dedans. Mais ça supposerait effectivement d'aller vers une analyse exhaustive de tous les agriculteurs. Donc cette question de la base de l'échantillonnage, elle est difficile partout. C'est pour ça que nous, on a travaillé avec ce que les enquêtes PK permettent de faire. Et donc après, on peut toujours dire les enquêtes ne sont pas bien faites, peut-être, mais n'empêche qu'elles ont l'avantage d'exister et d'être extrêmement standardisées. Parce que sinon, on peut s'appuyer sur rien. Alors, donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et si jamais c'est pas clair, je reprendrai et je répondrai par écrit.